Arbulot, vous avez plein de choses, Arbulot, pardon. Vous avez plein de choses à nous dire, justement, en prolongement de ce cap stratégique et de l'intérêt que l'État reprenne la main et une vision nouvelle. Merci de me donner la parole. Je suis contente justement de la prendre dans ce cadre et ravi d'avoir entendu les propos de mes prédécesseurs et notamment d'un représentant des syndicats. Parce que je pense que le problème aujourd'hui, l'urgence, c'est la pédagogie, reprendre la parole et prendre les gens au bout. Si j'entends Emmanuel Macron, il a bien dit il y a peu de temps, puisqu'on n'est pas loin des élections européennes, que l'Europe devait faire face à la Chine et aux États-Unis notamment, et être capable, en tant qu'entité représentant un certain nombre d'États, de tenir tête à la Chine et aux États-Unis. Ça, ce sont des paroles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus ce que vous venez de dire, c'est les faits. C'est-à-dire, je ne vois pas aujourd'hui, au-delà des paroles de M. Macron, comment l'Union européenne peut tenir tête d'un côté aux États-Unis et de l'autre à la Chine. Alors d'abord pour une raison qui me semble essentielle, c'est que, vous l'avez dit Madame Lienemann, il n'y a pas que le marché. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé depuis 40 ans? Il s'est passé qu'aujourd'hui, on est sorti d'une certaine croyance d'une économie heureuse et mondialisée. Aujourd'hui, on est dans autre chose. Je prends un seul exemple pour l'illustrer. Vous disiez, M. Quatrepoint, que les États-Unis avaient donc un peu donné le là à l'évolution du monde industriel. Mais aujourd'hui, il y a un monde matériel et il y a un monde immatériel. Dans le monde immatériel, les États-Unis sont en train d'être dans une logique de conquête, mais sur tous les domaines, où ce n'est pas simplement le marché, mais c'est beaucoup plus que le marché. Je prends un exemple. Le GIE Carte Bleue. On est dans le domaine très sensible des modes de paiement bancaire. On voit arriver les Américains de manière très subtile pour nous suggérer de consolider énormément nos systèmes de sécurisation, mais avec leur technologie et sans qu'on ait la moindre capacité de vérifier où vont les données. Et le problème de où vont les données, vous avez bien compris que les données, ça devient un élément essentiel du développement du monde immatériel. Et où vont les données? Elles vont vers les GAFA, les données. Et c'est pas le RGPD, c'est pas ce que l'Union européenne est en train de créer qui empêche cela. C'est-à-dire qu'au sein de ce GIE carte bancaire, ce qui me met moi en alerte en rouge, c'est que certaines banques françaises, ça ne les dérange pas que ces données aillent vers les États-Unis, avec derrière quoi? Une dépossession complète d'une industrie de l'immatériel, une absence totale de prise de position de l'État français sur cet enjeu majeur. C'est-à-dire, et l'Europe, mais pas que l'Europe, que fait le président de la République française sur ce dossier vital? Que dit-il? Quel argument nous amène-t-il? Pas simplement pour protéger les données des citoyens, pour protéger les enjeux de marché vitaux qui sont en train d'apparaître. Parce que là, il ne s'agit pas simplement de mettre des lignes de crédit en disant « je vais un peu aider l'intelligence artificielle ». Il s'agit que le président de la République nous explique en termes de stratège, et là je ne parle pas de Jupiter, je parle de choses très concrètes, quelles sont les parts de marché qu'on va gagner, quels sont les emplois qu'on va créer, quelles sont les entreprises qu'on va défendre dans un cadre européen. Et là, qui sont nos alliés? Qui sont nos alliés? Où sont-ils, ces alliés? Et dans un cadre français. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment aujourd'hui qu'il y a urgence sur la reconquête en termes de la pédagogie. Vous venez de nous l'expliquer. J'ai travaillé, moi, à l'école des guerres économiques avec des syndicalistes sur l'ancrage territorial d'activité, notamment dans la zone que vous venez d'évoquer. On me parle de culture industrielle quand je parle avec des syndicalistes de différents syndicats, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais l'ancrage industriel local, c'est pas constamment me parler d'attractivité du capital étranger. C'est l'autre versant.
Ce versant-là, où là on va reparler des métiers, on va reparler de tout ce que vous avez dit. Mais il faut que les Français ils comprennent que c'est un enjeu stratégique. Quel est le politique qui nous parle d'enjeux stratégiques dans l'ancrage territorial à partir de capacités locales? Je me souviens un jour avoir rencontré le patron de la Datar. Et cet homme, il ne me parlait que d'attractivité du capital étranger. Mais l'autre versant, il n'y avait pas de son et d'image sur l'autre versant. Or, ce versant-là, il est vital. Il est vital parce que c'est la seule manière d'assurer une vision de survie au développement de la France aujourd'hui, dans le cadre de la France et éventuellement de l'Europe. Je dis éventuellement de l'Europe parce que, Madame Lienemann, vous parliez de l'énergie. Que font les Allemands en termes d'énergie? Ils ne jouent pas la carte de l'Europe. Ils jouent le carte d'une reconstruction de puissance sur des accords bilatéraux avec la Russie. Et là, que fait M. Macron? Que dit M. Macron à l'Allemagne sur un enjeu vital qui est l'unité européenne sur une politique d'énergie? Ben, il ne dit rien. Il ne dit rien. Je ne l'entends pas parler, s'exprimer. Qu'est-ce qu'on défend? Parce qu'effectivement, lorsqu'on dit on va laisser partir Engie sur des logiques privées, après tout la privatisation c'est normal. Et oui alors, dans ce cas, qu'on m'explique bien une chose, on fait comme les Allemands ou on joue la carte de la construction européenne? Si on joue la carte de la construction européenne, il faut tordre le bras à l'Allemagne sur la question des accords bilatéraux avec la Russie. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on laisse faire l'Allemagne, qu'on est dans une hypocrisie totale, qu'on est dans un double langage, qu'on nous envoie des beaux mots jupitériens sur l'Europe puissance, et derrière, il y a un pays qui est en double langage total, qui s'appelle l'Allemagne, qui reconstruit sa puissance sur des accords bilatéraux, et qui fait semblant de construire l'Europe avec des beaux mots, sans y croire une seconde, puisqu'elle joue sur ses intérêts. Et là, que fait M. Macron? Où est-il, M. Macron, sur ce dossier-là? Dossier vital. J'en prends un autre. On parle toujours de l'Europe. Europe de la défense. Alors l'Europe de la défense, c'est très simple. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet de construction du futur avion entre la France et l'Allemagne. Mais je sais très bien à l'école de guerre économique qu'il y a un pays qui va tout faire pour s'opposer à ça, qui s'appelle les États-Unis d'Amérique. Et là, on fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, M. Macron? Et que va faire Mme Merkel, ou son futur ou sa future successeur? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour que l'élément essentiel de démonstration d'une Europe de la défense, au sens le plus concret du terme, puisse se réaliser? C'est-à-dire empêcher les États-Unis de torpiller la construction de l'avion de chasse qui est un élément vital de la défense européenne. Qu'est-ce qu'il va dire, M. Macron, sur ce dossier-là pour qu'on le finalise avec les Allemands? Moi, j'attends. J'attends, je veux entendre. Parce que là, on ne peut plus continuer à mentir à la population française. On ne peut pas continuer à lui faire croire que l'Europe va exister alors qu'il y a ces points d'interrogation. Là, je viens quand même de parler d'énergie. Je viens quand même de parler, et on pourrait parler aussi bien de tout ce qui découle autour de l'énergie. Je viens de parler d'industrie de défense. C'est quand même pas mince. Je viens de parler, s'il n'y a pas d'Europe de la défense, il n'y aura pas d'Europe. Soyons sérieux. Pas dans le contexte actuel. Pas dans le contexte où quand nous, on regarde au microscope électronique ce qui est en train de se passer. Vous voyez très bien qu'on a, soi-disant, créé une plateforme pour faire du troc avec l'Iran. Elle ne marche pas. En revanche, il y a une plateforme russe qui fonctionne avec l'Iran. Et un des premiers pays qui est derrière cette plateforme, c'est l'État d'Israël. Tiens donc. Ah, c'est étonnant ça. C'est extraordinaire ce sens du pragmatisme. Et vous voulez que je vous fasse, et j'ai rien contre l'État d'Israël, il y a un club Israël à loger. Mais là, je note quand même qu'il faut être précis, qu'il faut regarder qui fait quoi. Qu'on ne me parle pas de plateforme de troc avec l'Iran alors qu'elle ne marche pas, tout simplement. Donc soyons concrets. Quand je parle de pédagogie, il est urgent aujourd'hui, dans ce pays, que des gens se parlent, syndicalistes, enseignants, des gens du monde industriel,
des gens dans des logiques de territoire. Et ce que vous faites au Sénat, Madame Lienemann, je ne peux qu'applaudir, parce qu'il est urgent que les gens se parlent, au-delà de simplement occuper les ronds-points, que se parlent sur des enjeux. C'est important qu'ils le fassent, mais c'est important aussi qu'on définisse enfin des lignes d'action, qu'on définisse des lignes d'action avec des grilles de lecture. Moi, à ma toute petite échelle, mon travail quotidien est de travailler sur des grilles de lecture. C'est d'essayer de comprendre, quand j'ai un étudiant qui revient de Corée du Sud, qui a un peu dit pays, pourquoi dans la première semaine où il est présent dans l'université, l'université rassemble tous les étudiants étrangers et leur dit « Attention, nous sommes en situation de guerre économique, intégrez bien ça dans votre présence dans ce pays. » Ah bon? Mais je ne vais pas vous dire ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas que M. Trump qui est sur une certaine ligne stratégique aux États-Unis. C'est quand même un peu plus large que ça. Donc je ne veux pas accaparer la parole, je veux dire simplement une chose. Il est urgent qu'on se parle, il est urgent qu'on évoque les vrais problèmes, il est urgent qu'on rentre dans les contradictions. Quand vous rappeliez l'histoire justement de Air France KLM, un pays comme les Pays-Bas vient de faire une leçon de choses. Exactement. Au pouvoir politique français, au pouvoir, pour lui dire voilà ce que c'est la défense d'intérêts sur une zone vitale qui est le hub portuaire, aérien, terrestre et ferroviaire. Et là, l'État hollandais intervient. Et M. Macron, il dit quoi? C'est pas beau. Il dit rien. Il rappelle des règles de respect de la concurrence, mais on est où là? On n'est pas sur Jupiter, on est sur un sol où on veut avoir les pieds dans la glaise, où on veut comprendre où est-ce qu'on avance. Et moi, je suis désolé, je ne le vois pas. Et quand on étudie le Danemark, ce tout petit pays qui lui-même est très libéral, mais qui a une stratégie de puissance pour ses intérêts dans le domaine maritime et pas n'importe quel domaine, on retrouve encore une fois des logiques que je ne comprends pas, moi, dans la grille de lecture de M. Macron. Je ne les vois pas, je ne sais pas où elles sont. Donc je pense qu'il y a une urgence, c'est vraiment aujourd'hui que cette pédagogie-là, ça devienne un effort collectif et qu'on la répande la plus vite possible. Écoutez, vraiment, je trouve que c'est une interpellation féconde avec des exemples frappants, hein, quand même, qui ne peuvent pas nous laisser indifférents pour l'avenir. Il faudra qu'on donne une suite à votre interpellation, parce que je crois que s'il n'y a pas un travail plus large en dehors des structures étatiques organisées ou des clubs très spécialisés, qui est quand même un autre... Je crois que cette interpellation-là, la manière aussi de poser des questions stratégiques, me paraît déterminante. Je voudrais dire aussi que, peut-être parce que j'ai été longtemps député européen, cette espèce de vision française, de dire qu'on va défendre l'intérêt supérieur de l'Europe et que ce serait coïncident, que ça coïnciderait avec l'intérêt de la France, et que par ailleurs l'Allemagne serait elle aussi très pro-européenne, très franchement, j'y ai jamais été totalement convaincue, mais les faits, j'en suis revenue, quoi. Mais à contrario, l'idée de défendre les intérêts de la France, ça n'est pas agir contre l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, ce qui menace, c'est d'abord, au-delà du manque de confiance des peuples dans un système qui les écrabouille, c'est quand même le profond déséquilibre qui s'est à nouveau instauré entre l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne. Qui peut imaginer que ce déséquilibre va bien finir? Sauf à croire que tout le monde va se laisser dominer par les autres, ce qui, quand même, n'a jamais été prouvé dans l'histoire. Donc, la responsabilité de la France, qui est une des grandes puissances de l'Union européenne, c'est de plaider pour le rééquilibrage européen, indépendamment de ses propres intérêts. Et qu'aujourd'hui, défendre ses propres intérêts, c'est aussi plaider pour un rééquilibrage en direction d'autres, hein, qui doivent pouvoir être entendus. Ce n'est pas à nous de savoir comment on défend leurs intérêts, mais qui doivent pouvoir être entendus. Donc l'espèce de discours, vous êtes des anti-européens, parce que vous dites que ça suffit que l'Allemagne domine, moi je leur dis c'est l'inverse. Toutes
toute l'histoire de notre continent montre que quand l'Allemagne domine, ça se termine mal. C'est-à-dire quand il y en a un qui domine, ça se termine mal. C'est pas seulement parce qu'ils sont allemands, c'est parce que c'est toujours comme ça. Je me rappelle avoir discuté de ce sujet avec François Mitterrand à quelques mois de son décès. Et je lui disais, mais Monsieur le Président, on a construit une Europe qui ne fait qu'accroître les déséquilibres, où la France s'affaiblit et où l'Allemagne se renforce. À l'époque, il n'y avait même pas encore le deal que vous décrivez sur l'Allemagne et la Russie, où je disais, enfin, quand vous pensez qu'on est complice du fait qu'on boycotte la Russie et que pendant ce temps-là, les Allemands sont en train de négocier avec elle, que nous, on perd tous nos marchés agroalimentaires en Russie, et que pendant ce temps-là, eux, ils négocient leur truc d'énergie, ça se tapait la tête. Et je me rappelle, et parce que là, il y a quand même un problème générationnel, je me rappelle que le seul argument que m'avait donné François Mitterrand, qui très franchement m'avait mis en colère, je lui ai dit quand même président, c'était la France est éternelle, elle s'en relèvera. J'ai mis dans quelles conditions dans quelles conditions mais quelque part, il y avait une espèce de fatalisme. Et ce qui est dramatique en France, c'est aujourd'hui cette espèce de fatalisme du fait que notre pays, qui ne doit pas prétendre diriger les autres, mais a ses intérêts à défendre, une certaine vision, des valeurs qu'il ne doit pas laisser faire, quoi. Enfin, je veux dire, ça me met hors de moi. Parce que plus le temps passe, mais évidemment, plus le rapport de force, le déséquilibre s'accroît, et plus les capacités de rebond sont difficiles. Voilà, alors cela dit, avant de se désespérer, car moi je suis plutôt une combattante, et je pense que les Français se rendent compte de cette menace. Là, ils commencent à se rendre compte de cette duperie. Le pire, c'est qu'il n'y ait pas de chemin qui leur soit proposé. Et c'est pourquoi ce que vous dites sur il faut en débattre, les gens sont conscients, mais quelque part ne voient pas où est le chemin possible du redressement. Donc ça, c'est sans doute le travail de débat entre nous qui doit permettre de le rendre plus lisible. Au moins, il n'y en a peut-être pas qu'un, mais au moins que les Français puissent choisir des pistes d'avenir.